D'aussi loin que je m'en souvienne, je me suis toujours demandé comment on faisait vivre un musée. Comment on transporte une œuvre d'art ou un objet historique. Comment on prépare une exposition ou encore comment on pense le parcours d'une collection. Seulement voilà, quand j'en parle autour de moi, je m'aperçois que personne ne sait très bien en quoi consistent les métiers de l'art ou du musée. C'est vrai, qui sont ces petites mains qui œuvrent en toute discrétion derrière les cimaises? J'ai décidé de partir à la rencontre de ces passionnés pour en savoir un peu plus. Dans ce premier épisode, je rencontre Margot Cohic, muséographe au vaisseau. Avec Margot, on a parlé d'expos, d'enfants et de robots. Je m'appelle Marianne Fromencourt, bienvenue dans Musée Alia. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Margot Cohic. Merci d'être avec nous Margot. Merci à toi de m'inviter pour ce pilote. Donc Margot, toi tu es chargée de projet muséographique au vaisseau, qui se trouve à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du vaisseau? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors le vaisseau, c'est un musée de sciences pour les enfants. Donc on accueille des enfants de 3 à 12 ans, sachant qu'on a toujours un peu des plus petits, les petits frères et les petites sœurs, et des plus grands, les grands frères et les grandes sœurs. Voilà, c'est un musée moi j'appelle ça un musée, qui a été créé en 2005, qui est une commande du département du Bas-Rhin, du coup, à l'époque, qui est une commande du département d'avoir un lieu de centre scientifique suite à l'accueil qu'ils avaient fait d'une exposition, une exposition de la Cité des Sciences. Je me souviens plus le nom. Qu'ils avaient accueilli, voilà. Ça a fait un carton plein et ils se sont dit mais trop génial, il faudrait qu'on ait le lieu qui fait que ça. Donc ils ont passé commande à la Cité des Sciences, c'est le premier bébé Cité des Enfants qui existe, qui a existé, parce que suite à ça, la Cité des Enfants a fait des bébés un peu partout dans le monde, notamment à Dubaï. Et voilà. Et du coup, depuis 2005, le vaisseau accueille des enfants, des scolaires, avec leurs familles, avec leurs copains, de parfois zéro en fait, même parfois avant, jusqu'à à peu près 12-15 ans, sachant qu'on voit bien que les plus grands viennent de moins en moins. Voilà ce que c'est que le vaisseau. C'est génial qu'il y ait des musées pour les enfants qui existent comme ça. C'est génial, ça fait des super souvenirs quand on est gamin. J'en ai plein aussi. C'est hyper important en fait. En tant qu'enfant, les expériences que tu peux vivre dans ce genre de musée-là, surtout des musées de sciences qui sont pas très sacrés finalement, c'est quand même assez incroyable quoi. C'est par le jeu, t'apprends des trucs, tu déconstruis des choses. Voilà, nous on a une exposition au vaisseau qui s'appelle Logique au carré, qui est une exposition sur la pensée logique et du coup liée aux mathématiques. Moi c'est un traumatisme d'enfance, les maths, les sciences, les sciences aussi, mais les maths particulièrement c'est un truc horrible, que j'ai jamais su faire, j'y arrivais pas, je comprenais pas la logique, ça avait aucun sens pour moi. Avoir eu une exposition comme Logique où il y a des casse-têtes et me dire en fait je suis peut-être pas si nulle que ça m'aurait peut-être fait du bien, réconcilier avec les sciences et les maths accessoirement. Tu m'étonnes. Et du coup, pour parler un petit peu de ton métier, en quelques mots, en quoi ça consiste le métier de muséographe? Alors le muséographe ou la muséographe, c'est la personne qui, dans le cadre d'une exposition, invente le parcours. Donc c'est la personne qui crée l'histoire, parce qu'une exposition c'est une histoire comme un livre ou comme une musique ou comme un film, c'est une histoire, et le muséographe c'est celui ou celle qui va écrire cette histoire-là. Comment on va la raconter, quels sont les partis pris de cette histoire, qu'est-ce qu'on y met dedans, quelles sont les péripéties qu'on va vivre, comment on va les vivre. C'est le muséographe qui fait tout ça. Et souvent, le muséographe a aussi la casquette de chargé de projet. En tout cas, quand on est dans des institutions, parce qu'il y a aussi des muséographes qui sont indépendants, c'est pas tout à fait la même expérience du métier, en tout cas. Et on a aussi la casquette de chargé de projet. Donc là, on coordonne les équipes. Voilà, on coordonne les équipes, à la fois les équipes internes, donc les autres métiers, on peut travailler avec des médiateurs, on peut travailler avec des régisseurs, on peut travailler avec des chargés de production, des techniciens, et les équipes aussi en externe, où ça peut être des scénographes, ça peut être des concepteurs multimédia, ça peut être des gens qui vont faire les audiovisuels, ça peut être l'éclairage, tout ça. L'exposition, c'est vraiment une œuvre collective autour de laquelle gravitent plein de métiers, et le muséographe est un peu le chef d'orchestre ou le scénariste
du film ou du concert, quoi. D'accord. Et quand est-ce que tu as su que tu voulais te consacrer à ce métier? Est-ce que c'est venu très jeune ou t'as découvert petit à petit? Quand c'est un peu flou encore aujourd'hui. Métier de muséographe, je l'ai découvert plus tard. Par contre, le média exposition, c'est venu assez tôt en fait. Parce que dès le lycée, moi j'ai fait un bac histoire de l'art. Donc à la fin de mon bac histoire de l'art, je devais rendre un dossier. Je devais traiter 3 sujets dans mon dossier pour l'exercice du bac. Et en fait, j'ai traité une exposition monumentale. C'était la Monumenta de Boltanski en 2010. J'ai traité l'installation, les 2 plateaux de Buren, là, à Paris, et le Centre Pompidou, en partant toujours du point de vue du spectateur et du visiteur. Donc je suis arrivée à l'expo par ce prisme-là du visiteur, et en même temps par ce côté installation in situ monumentale. Après je suis partie en histoire de l'art pour la suite de mes études, et dès l'entrée en licence d'histoire de l'art, je savais à peu près que je voulais faire un master qui est à Paris, qui s'appelait l'exposition, l'art contemporain et son exposition. Donc voilà, donc on retrouve quand même ce côté expo qui revient, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était un peu la place du visiteur dans l'exposition et comment une expo peut faire vivre des trucs incroyables. Ma propre expérience fait que j'ai des souvenirs d'expositions qui sont très très forts, qui m'ont fait des frissons partout, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait, qui ont été des trucs très importants dans mon histoire personnelle et dans mon parcours professionnel, parce que ça a énormément influencé. Et du coup voilà, voilà, le Média Expo commençait à se cibler. J'ai fait mon premier stage dans un musée d'art brut à Bègle, qui s'appelle La Création Franche. Donc j'habitais à Bordeaux à ce moment-là, donc c'est là où j'ai fait mon premier stage, qui est vraiment un stage où j'ai touché à tout. Je suis restée 1 mois et demi, presque, ouais, 1 mois et demi, et j'ai fait un petit peu de scéno, j'ai fait un peu de régie, j'ai fait un peu de montage, j'ai fait un peu de médiation, j'ai écrit une balade comptée, j'ai fait de la doc. Voilà, hyper complet pour voir un peu tout ce qui gravite autour de l'exposition. Et c'était assez cool. Et quand je suis partie en Erasmus à Berlin, il y a une copine qui m'a dit « Ah, je dois monter un projet d'expo en lien avec ma licence. Il y a une expo à Paris, une expo à Berlin, une expo à Moscou, ça te dit de rejoindre l'équipe de Berlin ?» Et je fais « Ah oui, bien sûr, carrément. C'est ce que je veux faire. » Donc voilà. Et en fait, faire cette expo-là, donc était une expo de jeunes artistes contemporains qui mélangeaient tous les médiums, enfin plein de médiums, sur ce regard que les jeunes artistes peuvent avoir sur ces 3 capitales. Donc c'était vraiment des regards croisés. Ça a confirmé qu'en fait l'expo c'était ça, quoi. C'était carrément ça. Voilà, c'était une expérience incroyable, on s'est éclaté, on rencontrait les artistes dans des cafés pour qu'ils nous racontent leurs projets, enfin bon, c'était un peu... J'en avais pas peur, quoi. C'était assez incroyable. Et quand on est revenu, on a décidé de continuer ce truc-là. Donc on est revenu, on était 3. On est revenu, on était à Paris, à Bordeaux. Moi j'étais à Bordeaux et à Marseille. Et on s'est dit, on va créer une association. Donc on a créé l'association Epopure, qui était entièrement dédiée à concevoir des expositions, où nous, on avait vraiment le côté commissaire d'expo et chargé de projet, parce qu'on s'occupait de toute la logistique autour. Et on allait chercher des artistes qui nous parlaient, qui nous touchaient sur un thème donné. Donc au regard donc là on est en 2016 à peu près, 2015-16. Et là, au regard de tout ce qui se passait avec la crise des migrants, on a décidé de traiter de l'altérité. Et en fait, pour traiter ce sujet-là, il y avait une équipe à Paris, une équipe à Bordeaux, et du coup on a sélectionné des artistes 4-5 par ville. On avait aussi quelques Berlinois. On en a pris 4-5 pour faire un pool en fait, et du coup j'avais 5-6 artistes à Bordeaux, enfin des collectifs d'artistes, pareil à Paris. On avait quelques Berlinois avec qui on avait bossé l'année d'avant qui étaient rentrés dans l'aventure aussi, et on avait organisé donc il allait y avoir une expo à Bordeaux, la même en fait, qui allait juste itinérer. Et on s'est fait une résidence de 3-4 jours dans la maison de campagne de Méline San-Nicolo, avec qui je travaillais. Et du coup, on s'est fait une résidence 3 jours, chacun se montrait un peu ses médiums. Il y en a Zoé Andrieux travaillait le textile, donc elle a pu montrer ça. Il y en a qui travaillaient la vidéo, la poésie, Hugo Janin travaille la sérigraphie, donc voilà. Donc on a pu un peu tous tester ces médiums, à la fois l'équipe d'organisation qui se recroisait, et les artistes aussi qui s'étaient pas rencontrés, qui pouvaient pas se rencontrer vu qu'ils, voilà.
Et voilà. Et après, et en fait, pendant toute cette année-là, moi, j'étais en master de recherche en histoire de l'art. Je travaillais justement, mon sujet, c'était le Monumenta et ses regardeurs, donc la série d'expositions d'installations monumentales dans la nef du Grand Palais. Et en fait, mon sujet m'intéressait énormément, mais je me suis rendu compte pendant mon sujet que ce qui m'intéressait, c'était plus l'exposition organisée et vue par les institutions qui la travaillent, et qui l'accompagnent, et qui la produisent, plutôt que le regard des artistes, en fait. Même si c'est des artistes que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je commençais on revient sur mon visiteur qui me travaille. Et en fait, pendant toute l'année, je préférais m'occuper des budgets des Pop-Pure que d'écrire mon mémoire, quoi. Ce qui est quand même vraiment chez moi étonnant, puisque les budgets, c'est pas le truc le plus sexy de la Terre, à mes yeux. Donc voilà, et en fait, je me suis dit, bon, la recherche, c'est clairement pas fait pour moi, j'aime pas travailler toute seule, reprendre des idées pour les pré-mâcher, les réécrire, j'étais pas du tout c'était pas un exercice qui me correspondait. Et en fait, en cherchant des masters, j'ai trouvé le master expographie et muséographie de l'université d'Artois à Arras, dont la pédagogique est très active. Donc l'étudiant ou l'étudiante est vraiment au cœur de son apprentissage. Ça me plaisait beaucoup, ça me parlait énormément. Et voilà, du coup j'ai postulé, j'ai passé l'entretien, j'ai été prise et j'ai passé 2 ans là-bas assez incroyable. Et en fait dans le premier cours, il y a Serge Chaumier, donc le directeur du master, qui nous dit faire des expositions, c'est raconter des histoires. Donc là dans mon cerveau ça fait donc c'est je l'avais bien, je me disais bien qu'il y avait un truc avec l'expo. Et il a dit, ce métier-là, ça s'appelle muséographe. Et j'ai dit, d'accord. Donc c'est ça, moi, en fait, que je veux faire. Je veux faire de la muséographie, je veux être muséographe. Suite à ça, donc c'est un master où on passe notre temps dans les musées. On est allé dans des tout petits trucs et en même temps dans des super gros trucs. Et voilà. Mais à ce moment-là, j'étais encore quand même sur l'art contemporain. C'était encore un truc qui était assez présent chez moi. Mais plus j'avançais, plus je rencontrais des intervenants, plus j'avais des souvenirs de musées importants d'enfance qui me revenaient. Donc voilà, j'ai eu la chance de grandir à Paris, donc le Palais de la Découverte, le musée Picasso, Beaubourg, la Cité des Sciences, c'est des endroits que j'allais facilement avec l'école et avec mes parents et ma famille et ma grand-mère, enfin voilà. Donc mercredi, Cité des enfants avec la grand-mère, dimanche matin, planétarium avec mon père et ma famille, voilà. De temps en temps, on allait au musée d'art contemporain. Voilà, et après, avec l'école, j'ai fait Pompidou, le Palais de la Découverte, ce genre de choses. Donc j'avais cette sensibilité-là, et les codes du musée, qui est quand même aussi hyper élitiste, on va pas se mentir. Et voilà. Et je me dis, l'art contemporain, en fait, ça marche pas, quoi. C'est pas ça, je suis pas à l'aise avec les intervenants qui nous parlent de ça, je sens que c'est pas ça. Et il y a ce colloque à la Cité des Sciences, qui est le colloque anniversaire, de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, 30 ans de Cité des Sciences, 80 ans du Palais. Et le deuxième jour, Dominique Baudebol, donc, qui était à ce moment-là directrice, chef du service de projet muséographique à la Cité, qui présente en fait toute l'évolution de la Cité, de sa création à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si je veux être muséographe, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. C'est eux qui vont me former à faire ce que je veux faire. Et ça a précisé cette intuition dont je te parlais, qui est en fait, dans un musée de sciences, tu peux parler de la société, tu peux parler des gens, tu donnes une boîte à outils aux gens pour qu'ils comprennent le monde qui les entoure, pour qu'ils le regardent différemment. Et ça, c'est pour moi hyper important, quoi. Donc voilà. Et là, je me suis dit, c'est ça. Ce sera la Cité des Sciences. Ce sera Univers Sciences, et c'est là-bas que je veux aller me former. Donc voilà. Du coup, en première année, donc forcément, on a monté une stratégie avec mes profs. Et en première année, j'ai fait mon stage à l'agence ABAC, qui est une agence de muséographie à Paris. Donc là, c'est une agence... donc c'est privé, en fait. Et c'est des gens qui répondent à des appels d'offres pour faire des projets de muséographie. Donc il y a eu ABAC. Et l'année d'après, j'ai eu l'apprentissage à la Cité des Sciences. Et j'ai insisté. Voilà, j'ai postulé une première fois, j'avais envoyé mon truc, vraiment novembre, décembre. Bon, j'étais en M1, mais je savais déjà que je voulais aller là-bas, donc voilà. Et puis je savais qu'il y avait Muséomix au Palais de la Découverte l'année d'après, donc je m'étais mise un peu dans les apéromix. Pendant un apéromix, j'avais été voir la directrice du service des expos pour lui dire « Oui, vous avez reçu ma lettre ?»
Il dit oui, mais c'est pas à moi qu'il faut l'envoyer. Ok, super, je rebelote. Donc voilà, en même temps, il y a Serge qui insistait aussi. Alors, vous prenez une apprentie cette année? Donc voilà, et un soir, je reçois un mail super tard de Marie-Pierre Lahalle, qui était directrice adjointe du service des expos, je crois, que c'était son poste à l'époque, qui me dit oui Margot, est-ce que t'es dispo pour un Skype demain, pour un entretien, voilà, pour un Skype demain pour l'apprentissage. Je dis mais bien sûr. J'avais rendez-vous à la fac pour mon projet tutoré de master. Je me suis mise dans le bureau de la nana du service culturel de la fac sur mon ordi à essayer de choper le wifi. Je crois que j'étais en partage de connexion, machin. Et elle me dit voilà, bon bah du coup ce serait pour un projet sur les robots. T'es à l'aise avec les robots? Mais carrément, j'adore les robots. Super. Voilà, tu bosseras avec les 2 muséographes, les 2 mecs. Je suis ok, super, pas de soucis. Très bien, voilà. Donc voilà, elle me dit ok, les RH vont t'appeler dans la journée pour que tu fasses un entretien vraiment officiel. Et voilà. Et du coup, j'ai passé l'entretien. C'était un super moment. Voilà. Bon, après, j'ai eu les questions, de par mon profil, j'ai eu les questions. Et du coup, comment t'abordes le fait que t'as un profil très littéraire, de bosser dans un centre de sciences? Je suis curieuse, je vais apprendre. La réponse à tout, je suis curieuse, je vais apprendre, je peux tout apprendre si juste on m'explique. Bien sûr. Donc voilà. Et c'était super, et j'ai rencontré à ce moment-là Pierre du Conseil, qui était le chef de projet le co-commissaire de l'expo et le chef de projet de robots. Et voilà, on a eu un bon feeling, on s'est marré pendant l'entretien, tout ça. Donc voilà. Et après, il m'a prêté des bouquins, il m'a montré le bureau. Voilà, j'ai eu la réponse officielle qui me disait oui, c'est vous, vous êtes bien pris, super. Et j'ai commencé en septembre 2017. Voilà comment je suis arrivée à la muséo. D'accord. Et du coup, il me semble que les musées de sciences, effectivement, cherchent plus de muséographes que les musées d'art aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette différence entre les musées? Ouais. Dans les musées d'objets, je vais dire d'objets parce que qu'ont des collections, parce qu'il y a des collections, il y a des conservateurs qui s'en occupent, et les conservateurs sont souvent ceux qui sont commissaires des expositions. Donc c'est eux qui font ce travail de muséographie, malgré le fait que ça peut être, et c'est aussi, c'est 2 métiers différents d'être conservateur et d'être muséographe. Le muséographe, il a quand même vraiment en tête le public, la perception que va avoir le public il sait pas. Et quand il rentre dans une expo, il sait pas. Le public lambda ne connaît pas toute la vie de tel artiste, dans les moindres recoins, dans les moindres détails, ne connaît pas tous les phénomènes physiques sur la formation des nuages, il sait pas forcément. Il peut savoir des choses, mais il sait pas tout. Voilà. Et du coup, c'est vrai que les musées d'art ont ce conservateur-là qui fait ce travail-là, et ont du mal à se détacher de cette posture. Alors que les musées de sciences et les centres de sciences, quand ils se sont créés, en fait, il n'y avait pas de collection, il n'y avait pas d'objets. Donc, comment tu fais quand il n'y a pas d'objets pour raconter des phénomènes physiques? Et il faut inventer, il faut créer. Et donc, c'est là que sont apparus notamment les éléments d'expo qui s'appellent les manips, qui sont des dispositifs interactifs, mécaniques. Voilà. Donc, quand il y a une manivelle, quand il y a un bouton, quand il y a ce genre de choses, c'est une manip. Donc, quelque chose à bouger, à déplacer. Voilà, à la différence d'un multimédia, ou d'une vidéo, ou d'un graphisme. Voilà. Ça répond à ta question? Elle est pas évidente, celle-là, et je suis pas historienne, donc... Bien sûr, c'est que j'avais cru comprendre qu'il y avait effectivement une différence, et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Ça a l'air d'arriver dans les musées d'art, ça a l'air de venir doucement. Mais il y a encore cet attachement, et pas que dans les musées d'art, hein, mais il y a encore cet attachement. Le muséographe va se trouver de plus en plus, il est sorti un peu des centres de sciences, on le trouve dans des centres d'interprétation, on le trouve dans les musées d'histoire, dans certains musées d'histoire, et les musées de société aussi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le quotidien d'une muséographe? Oh là c'est très vaste, parce que selon la phase du projet dans laquelle on est, la vie est complètement transformée. Au début du projet, c'est beaucoup d'idéation, c'est beaucoup de lecture, de recherche, de rencontres. Voilà, donc on pioche sur un sujet, on passe des heures sur internet, on passe des heures à lire des livres, on passe des heures à discuter avec tous les gens qu'on connaît, on dit ah tiens attends j'ai lu ce truc là, et puis on teste nos idées, voilà, les trucs qu'on sent, les connexions qui commencent à se faire. Donc il y a une grosse phase de documentation.
Après, on cible les gens qui sont spécialistes, parce qu'en tant que muséographe, on est spécialiste de rien du tout. On est juste spécialiste du public et de comment ça se fait une expo. Et on va chercher les gens qui savent. Donc là, on interview, on compose du coup comme ça le comité scientifique de l'exposition. Et on pose des questions, et on lit, et on compare nos lectures, et on interviewe ces gens-là, on échange avec eux. Voilà. Après, l'expo commence à se dessiner, les parties prises, qu'on a envie de raconter, comment on a envie de traiter le sujet. Et là, ça commence à être de l'idéation sur, ok, j'ai un thème, enfin j'ai toutes mes blocs, toutes mes petites boîtes là, toutes mes idées dans un document. Comment je vais les traduire en exposition? Et là, c'est le moment où on peut rêver complètement. Donc, c'est le moment de se dire, ce sera, je sais pas, un tapis gigantesque, ce sera un truc au plafond, les gens, ils seront allongés quand ils le regarderont. Là, je veux que la posture, ce soit d'être sous une table pour lire un truc, voilà. On compare à la fois des postures du visiteur, dans lesquelles on a envie qu'il soit, à la fois des sujets qu'on a. Voilà, on tambouille un peu tout ça, et là, on travaille avec pas mal de monde. Les muséographes aussi, mais selon les structures et selon les endroits, on peut s'entourer dès la conception de certains autres métiers, comme les manipeurs ou parfois même des concepteurs multimédia ou audiovisuels. Ça peut arriver assez tôt selon le projet. Donc voilà, donc il y a toute cette phase-là d'idéation. Il y a aussi beaucoup d'écriture, parce qu'il faut faire des documents, il y a le pré-programme qui est le pré-scénario de l'expo. On commence à poser un peu ses idées et les premières pistes en se disant... je sais pas, là on va parler de pourquoi le ciel est bleu et ce sera une vidéo, et puis là on va dire pourquoi des fois il est rouge et ce sera un dessin, ou un graphisme. Et voilà. Et là on va dire que des fois les nuages y passent et c'est une manip où on fait de l'eau, enfin voilà, où on crée des nuages, ça pourrait être ce genre de choses. Et petit à petit on précise en rencontrant les scientifiques, en confrontant, en lisant mieux. On précise, et on précise aussi les formes que ça va prendre. Ce qui nous permet, et en même temps arrive le scénographe, ce qui nous permet d'arriver sur le programme de l'exposition, là où il y a un peu tout ce qui va être. Et à partir de ce programme-là, on passe en réalisation. Et là, à partir du moment où on passe en phase de production, les missions sont plus du tout les mêmes. On écrit des tonnes de mails, on a des tonnes de retours, on fait des ping-pong avec les graphistes, les scénographes et avec tous les autres métiers. On écrit beaucoup de cahiers des charges pour les manips, pour les audiovisuels, pour les multimédias, pour qu'ils soient réalisés, pour le mobilier, pour que ce soit réalisé en externe, enfin par des boîtes extérieures. Et voilà. Et là d'ailleurs je suis en plein dedans parce qu'au vaisseau j'accueille une exposition temporaire et du coup on travaille un peu l'écrin dans lequel l'exposition va venir parce qu'on la loue. C'est les As de la Jungle du Muséum de Toulouse. Et du coup, on travaille en ce moment avec une scénographe pour les murs, le sol. Voilà, on pensait au plafond. Finalement, ça va être un peu compliqué au niveau du budget, l'entrée, la sortie de l'expo. Et donc là, c'est trouver la bonne teinte du mur, les bons râles de peinture, quelle moquette on utilise en fonction de ce que le fournisseur il a, parce qu'on est un peu à l'arrache, ou on est un peu à la bourre, du coup, voilà. Et donc là, c'est beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de ping-pong, beaucoup de coordination d'équipe aussi. T'en es où toi? Et toi, t'en es où? Et le marché, et de suivi des marchés publics. De dire, attends, il est parti mon marché? Oui, non. C'en est où? Donc voilà. Donc c'est très 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 différent. Et après, ça arrive la phase de chantier où là c'est un peu dans les mains des... il y a toujours un peu de supervision, mais en fait, c'est dans les mains des techniciens, du scénographe, des régisseurs, enfin des gens qui ont ce regard beaucoup plus technique, quoi. Voilà. Et puis après l'expo elle ouvre et elle t'échappe complètement puisqu'elle elle reçoit ses premiers visiteurs et après elle est à eux quoi. Donc voilà, c'est très très étrange les différentes temporalités et en même temps c'est ce que moi j'aime beaucoup, c'est que t'as pas trop le temps de t'ennuyer quoi sur un projet d'expo. Ouais, ça a l'air d'être un métier super varié et réellement passionnant. Est-ce que justement tu pourrais nous parler d'une expo, de l'expo, s'il y en a une ou de plusieurs, qui t'a rendu la plus fière, où vraiment tu t'es dit là, je suis vraiment ravie, je suis trop contente de faire ce que je fais et j'adore cette expo. Bah alors comme je suis encore au tout début de ma carrière, j'ai pas encore fait les expos dont je rêve. Mais Robot, il y a quelque chose de très... Robot, c'est une expo permanente en plus. Donc elle a ce côté-là un peu dans le temps. C'est le premier projet où j'ai travaillé du début à la fin, parce que je suis arrivée en apprentissage. Voilà, le projet venait de démarrer. Et je suis partie un mois après qu'elle est ouverte.
Voilà, donc j'ai été en apprentissage et après ils m'ont prolongé 7 mois pour que j'aille vraiment au bout du projet. Donc j'ai tout vu. À la Cité des Sciences en plus, donc qui est hyper béton sur le sujet, qui fait des expos depuis 30 ans, qui a posé aussi la méthodologie, voilà, qui travaille avec plein de monde. Il y a énormément de monde qui gravite en interne déjà sur la partie conception, donc ça c'est hyper intéressant. Et avec 2 personnes avec qui j'ai adoré travailler, avec qui j'ai adoré apprendre, donc Pierre Duconseil et Vincent Blèche. Et c'était un régal, quoi. Puis alors la robotique, j'y connaissais rien du tout. À la fin, j'étais en mode si, t'inquiète. Enfin voilà, il y avait ce côté. C'est ça qui est fou avec la muséographie, c'est que tu passes pendant 2 ans, c'est 2 ans en moyenne le temps d'une expo, sur un sujet. À la fin, t'es t'es hyper calé, t'es en contact avec les scientifiques plus dingues. Nous, on avait dans notre co-commissaire, on avait 2 commissaires scientifiques. Jean-Paul Lemont, qui est roboticien et qui est le directeur du laboratoire de robotique de Toulouse, qui est le plus grand laboratoire européen, et Denis Vidal, qui est anthropologue, qui est anthropologue et qui est hyper calé aussi, hyper béton, très connu. Voilà, donc tous les 2 qui forment un duo hyper drôle. Et voilà, et quand petit apprenti qui me retrouve à fréquenter à table pendant le comité scientifique, à manger à côté d'eux, à passer des demi-journées, à les écouter parler, pouvoir poser mes questions, c'était juste incroyable. Et en plus, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu de plus en plus de responsabilités aussi, et à la fin, j'ai été en charge de certains multimédias, de certains éléments d'expo, parce que c'était pas que des multimédias. Je suis partie à Bordeaux pour tourner une vidéo où j'étais toute seule avec la chargée de production et un caméraman et quelqu'un qui prenait le son, quoi, tu vois. Et ouais. T'es en mode ok, super, dans un laboratoire de robotique pour voir un robot qui apprend tout seul, enfin tu un truc de fou. Et puis voilà, et puis quand elle ouvre, c'est une expo permanente, elle est là pour au moins 5 ans, il y a ton nom sur l'ours à la fin, voilà. Muséographe, Margot Coïc. Ok. Donc robot forcément, parce que c'est la première institutionnelle. C'est la première où en tant que muséographe vraiment. Donc c'est à la Cité des Sciences, c'était quand même un gros rêve, quoi. Donc robot pour l'instant, mais voilà, je suis au tout début, je pense que dans 5-10 ans, je n'aurai peut-être pas la même réponse, peut-être que si, on verra. On refera une interview et je te reposerai la même question. Ça marche. Tu me parleras de ta super expo qui vient d'ouvrir. Du coup, dans ce podcast, j'avais envie de parler aussi des échecs qu'on peut connaître parce que je pars du principe que c'est aussi les échecs qui nous permettent de grandir et d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Et donc Margot, est-ce que tu aurais un échec de ta vie scolaire ou professionnelle à nous partager ? Oui, alors bon, parmi les échecs, il y a des stages qui se sont pas très bien passés, il y a des expériences qui ont été difficiles, qui sont pas des échecs mais qui ont été humainement compliquées. Parce que travailler en groupe, c'est pas toujours simple. Il y en a 2 qui sont importants, je pense. Avec Epopure, on a fait une 3e édition, mythologie, et en fait on avait commencé le master et du coup on était en stage, moi j'allais pas très bien, j'étais pas très concentrée et on a été au bout et on s'est un peu forcé et finalement on n'était pas très content, enfin moi j'étais pas très contente du résultat et du coup ça pourrait être considéré un peu d'une certaine manière comme un échec. On n'a pas été on n'était pas au top de nous-mêmes, on le faisait plus pour enfin voilà, on a été au bout pour faire plaisir à certaines personnes qui avaient envie d'aller au bout, mais en fait je pense qu'on aurait dû dire stop à un moment en disant en fait là on n'est plus dans l'énergie qui permet de le faire correctement et de le faire bien et de le faire aussi bien que ce qu'on aimerait. Donc il y a celui-là qui est une forme d'échec. Et après, moi quand je suis arrivée au vaisseau, on m'a recrutée pour un renouvellement d'exposition permanent, des espaces permanents. Et là, du coup, je suis arrivée, il a fallu un peu de temps pour se mettre d'accord sur le vocabulaire aussi, la méthodologie, être sûr qu'on est au bon endroit. Moi, je sortais de la Cité des Sciences, donc il y a plein de gens qui faisaient plein de trucs pour moi, avec des grosses guillemets, mais voilà, là, on était 2 muséographes, dont moi qui sort de la Cité des Sciences et qui a un parcours universitaire, et mon collègue qui, lui, s'est formé sur le tas. Et voilà quoi. Il y a que nous. Donc voilà. Donc il y a eu donc l'arrivée au vaisseau
Et on a commencé à bosser ensemble, à tricoter, à scénariser des trucs en faisant différents projets de renouvellement. On en a proposé 2, le vaisseau explorateur et le vaisseau... comment on l'avait appelé le premier ? Je me souviens plus. Le vaisseau monde. Voilà, donc on reprenait, on se disait, bon bah on a un vaisseau, donc on va épouser le fait qu'on a un vaisseau, on va assumer le vaisseau spatial. Donc le vaisseau monde, c'est tout ce qui est dans le vaisseau, c'est comme si on était sur un vaisseau spatial et qu'on est en train de s'entraîner pour développer des compétences pour nous permettre de partir en exploration dehors. On a un jardin au vaisseau qui est assez grand, et donc tout ce qui se faisait à l'intérieur permettait de partir en mission et que dehors dans le jardin, on soit capable de reconnaître certaines plantes, de déchiffrer des messages, peut-être que toute la signalétique serait dans une langue inconnue, et en fait on aurait appris à la lire, et donc en travaillant en équipe, parce qu'en équipe on est plus fort, avec les compétences de tout un chacun, on peut partir en mission et réussir notre mission dans le jardin. Ça, c'était le premier projet. Et le deuxième projet, c'était le vaisseau explorateur, où tous les espaces de service, donc les toilettes, l'entrée, la billetterie, les vestiaires, la cafette, et un espace central qu'on aurait appelé le camp de base, sont le vaisseau spatial. Et du coup, chaque espace d'exposition devient un monde. Un monde avec sa population, pourquoi pas son langage, ses couleurs, son univers, son ambiance, voilà. Donc ça demandait quelque chose qui est hyper immersif. On a vraiment vu, du sol au plafond, complètement immersif, peut-être avec des sas, un peu de décompression entre chaque monde. Et forcément, ça coûte vachement d'argent. Et du coup, on présente ça à la directrice, et elle me dit, ouais, très bien, c'est chouette ce que vous avez fait. C'est chouette, c'est cher, c'est chouette. Ok. Et après, on a une réunion sur un potentiel projet d'extension. Et là, on se dit, mais en fait, si l'extension, elle débarque, on peut pas faire notre renouvellement. Parce que sinon, on fait un renouvellement qui part de l'entrée actuelle, mais que l'extension, elle vient, et en fait, elle fait une entrée par le jardin, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toute la narration qu'on crée, parce que s'il y a une vraie histoire qui est contée, ça marche plus du tout. Donc comment on fait ? Et donc on est resté bloqué hyper longtemps là-dessus. On a fait plusieurs autres scénarios après, pareil, ça prenait pas, on n'était pas prêt, le vaisseau était encore compliqué, et comme il y avait par-dessus un nouvel organigramme qui s'installe, qui s'annonce, on a aussi travaillé beaucoup toute l'année avec les médiateurs autour de ce qu'on a appelé les assises de la médiation, qui étaient des temps pour questionner la médiation dans les expos, au vaisseau en général, qu'on pris du temps aussi. Donc voilà, et donc finalement on est reparti, on accueille une expo tempo, on est en train de dessiner là plusieurs renouvellements d'espace sur les prochaines années, mais voilà, et ça ce truc de, on a un projet génial, une idée super qui marcherait, qui marchera, et on n'y va pas, et on peut pas y aller, on n'a pas vraiment un moment où on se dit ok c'est bon, go, feu vert. Ça a été super dur à avaler quand même. Ouais, c'est frustrant, j'imagine. Ouais, c'est très frustrant. Et puis on en a fait plusieurs en plus, et à chaque fois c'était pareil. Jusqu'à janvier dernier, où on était en train de faire une grosse instruction sur un sujet, sur tout super, ça s'appelait. En partant de la figure du super-héros, qui est une figure à laquelle les enfants peuvent, à différentes étapes de leur vie, de leur enfance, se réfèrent dans leur développement, et qui est hyper intéressante à traiter, et voilà, et sur ses compétences du XXIe siècle. En gros, sur ce truc-là. L'idée qu'on est tous et toutes des super-héros et des super-héroïnes, et qu'en fait, nos super-pouvoirs sont nos compétences et nos savoir-faire. Donc, tout un chacun est différent, mais on a tous des super-pouvoirs, déjà. C'est juste qu'on les voit pas comme tels. Et donc, en traitant ce truc-là. Et donc, on fait une instruction, on creuse, on bouquine, on écrit un super gros doc, on explique pourquoi cette figure-là est intéressante, on pitch un peu quelle histoire il y aura, machin, et on allait le présenter, on a une réunion avec, donc au département, vu qu'on dépend du département, avec le chef de la mission tourisme culture, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis très mauvaise en titre, surtout dans des grosses institutions, des gros, blou, je vais y arriver, surtout dans des grosses organisations comme ça, avec plein d'acronymes partout. C'est la galère. C'est un peu galère. Et des titres à rallonge, ça aussi c'est un peu galère. Et du coup on a un gros tour de table sur le nouvel organigramme, comment ça va se passer, tout ça. Et on lui dit d'accord, mais nous on a un projet, nous on a un projet de renouvellement, on a besoin du nouvel organigramme, on a besoin de nos équipes, comment on fait quoi ? Non, vous êtes mignons, mais votre organigramme il arrive en septembre, on est en janvier, nous qu'est-ce qu'on fait d'ici là, parce qu'on a besoin de partir. Et il nous dit ah non mais là
l'organigramme, il se met en pause. Enfin, l'organigramme, le renouvellement des expositions se met en pause. Quoi? On a regardé notre chef, je pense qu'on devait avoir... je sais pas quelle tête on avait à ce moment-là, mais vraiment... Puis tu vois, on le sentait venir, donc on a fini par poser la question, donc ça fait un peu, on a fait harakiri, quoi. Allez-y, formulez, dites-le nous, que notre projet, il va pas se faire, pas maintenant, pas comme ça, allez-y, quoi. Aïe, 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 ça faisait mal ce soir-là, fou, là. C'était pas très agréable, ce moment. Donc voilà, on a présenté le projet la semaine d'après, il a été validé. Voilà, et finalement on va pas le faire. mais on a pu voilà, mais ce moment-là c'est pas un échec parce que c'est pas un truc que j'ai raté, mais ça a quand même le goût et le sentiment d'échec parce que j'ai choisi mon métier, je l'adore, j'adore ce que je fais, je suis hyper contente d'avoir découvert ce métier, je suis hyper bien là-dedans, c'est ma façon à moi de raconter des histoires et de participer à la société aussi. Et là, je peux pas le faire, quoi. Et pendant vachement longtemps, je peux pas le faire. Et finalement, il y a eu l'accueil des As de la Jungle, donc je suis en charge de ce truc-là. Donc c'est un accueil d'une expo, donc il n'y a pas du tout de conception. Mais bon, là ça reste quand même des missions et ça reste très chouette. Et en plus, là, avec l'arrivée de l'expo, il y a un peu il y a une accélération et on sent qu'il y a une espèce d'euphorie qui commence à arriver aussi. Je travaille en binôme avec la chargée de prod et on s'éclate. Et voilà, on est hyper fiers. Chaque petite victoire est un truc de dingue. Donc, ce qui fait qu'en fait, tous les petits soucis sont minimes et mineurs. Parce qu'on se dit, ouais, c'est pas grave, on a trouvé la tente de la moquette, quoi. On s'en fiche du reste. Waouh, on a la correspondance de la couleur, on a trouvé le RAL, la commande est passée, le bon de commande est signé. C'est génial. Donc voilà, et là en plus se dessinent vraiment des projets de muséo qui arrivent avec ces fameux renouvellements qui commencent. Donc ça va vraiment changer pas mal de trucs. Et puis l'organigramme s'est posé, donc on a une nouvelle équipe, enfin c'est pas une nouvelle équipe parce que c'est les mêmes personnes, mais la dynamique est différente. On a du coup maintenant on fait partie, avant c'était le service culturel, maintenant on fait partie du service conception et développement de projet. Et on a un chef de service qui arrive en janvier, donc voilà, il y a toute une dynamique qui se transforme. On va recruter un manipeur ou une manipeuse. On a créé un laboratoire de production et maintenance dans lequel on va pouvoir prototyper des choses, faire des choses en interne. Ça va devenir vraiment différent et j'ai trop hâte que ça arrive. Voilà. Ça s'éloigne de l'échec. Mais comment rebondir ? Tout à fait, ça fait partie de la question. Alors, en tout cas, ça a l'air vraiment génial les idées que t'as et j'aurais envie là de redevenir enfant et d'aller faire des expos, visiter des expos au vaisseau et tout, ça a l'air vraiment trop cool. C'est qu'il y a les expos, bon voilà, moi je l'ai fait longtemps, j'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi, je m'en suis servie pour aller au cinéma, pour aller voir certaines expos, notamment à Cap Science, à Bordeaux, des expos pour enfants. Voilà, des neveux, des nièces, des copains qui ont des petits frères, des petites sœurs, squattez-les pour aller dans les expos. Et après, sinon, à partir du moment où on a ce côté professionnel, c'est plus facile aussi de dire « je voudrais venir voir ce que vous faites. Est-ce que c'est possible d'avoir une visite? Est-ce que vous pouvez me faire rentrer? Est-ce que je peux passer ?» Donc, voilà. Mais faut pas s'empêcher, c'est pas parce que c'est pour enfants qu'on n'a pas le droit d'y aller. Oui, c'est vrai. T'as raison. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un ou une jeune qui rêverait de faire ton métier, de devenir muséographe ? Je dirais ne pas avoir peur d'être mobile. Enfin, en fait, je dirais pas avoir peur, être mobile, très mobile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail actuellement et que faut être prêt à aller là où il y en a. Je dirais savoir ce qu'on veut. Dans quel type de structure on veut aller, quel type de mission on veut faire, pour quel type de public, parce que c'est ça qui fera que le profil il est un peu différent et qui fera la différence en fait devant des recruteurs aussi et qui rassure aussi en termes de confiance en soi. Je pense que c'est le plus important. Faut pas être trop confiant, mais faut montrer que ouais, en fait si, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire avec vous et en plus ensemble on va le faire et ça va être formidable. Ouais, je dirais ça. Je dirais vraiment cibler. Il y a des muséographes, il y en a plein des muséographes, mais des muséographes qui sont hyper motivés pour travailler sur quelque chose, une mission dans un territoire particulier. Voilà, c'est ça qu'il faut trouver en fait. Qu'est-ce qui fait votre identité, votre carte, votre profil ?
sur ce sujet-là. Je sais pas si c'était clair comme phrase, mais voilà, peut-être savoir ce que vous voulez, voilà, avoir une idée un peu claire de là où vous voulez aller. Même si ça peut être à double tranchant, je pense que ça peut être plus positif que négatif. Ok. Bah, c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent, j'imagine, qui nous écouteront. Du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais quels sont tes prochains projets ? Est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu aimerais partager ? Alors, là, donc, il y a les As de la Jungle qui arrivent au vaisseau, donc une location. Après, on va créer un espace de 100 mètres carrés à peu près, sur la couleur et dans la pénombre. Et du coup sur les couleurs et comment en fait tout ce qu'on croit savoir sur les couleurs c'est pas vrai parce qu'on se base sur les couleurs en peinture. Sauf que les couleurs en lumière sont pas du tout, ça marche pas du tout de la même manière. Donc il y a celui-là. Et plus tard, moi ce que j'aimerais beaucoup traiter c'est les émotions en sujet d'exposition. J'aimerais vraiment le traiter en expo. Ouais. Quelque chose qui parle de ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très 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 émotive, je les ressens très très fort. Et d'ailleurs j'ai fait des formations cette année sur le sujet. Et en fait quand tu sais comment les gérer, comment les apprivoiser, comment les reconnaître, c'est quand même vraiment plus facile la vie quoi. Et je pense que ça, les enfants qui sont enfants aujourd'hui, qui naissent aujourd'hui, on n'a aucune idée du monde qu'ils vont avoir quand ils auront nos âges et quand ils seront même plus âgés. Et ils vont avoir besoin de compétences sociales, de résolution de problèmes qu'on peut même pas imaginer. Et du coup, savoir gérer ses émotions, développer son empathie, les reconnaître, avoir des contacts, ça développe en fait un rapport social apaisé. Et ça va être vital demain, quoi. Donc, ouais. Les émotions. Ok. Super mot de fin. Bah, Margot, mille merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. C'était super intéressant tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi. Je suis ravie d'être le pilote. Tu vas te faire partie de cet épisode pilote. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Muséalia sur toutes les plateformes de podcast. Hep, ne partez pas encore. Parce que si vous avez aimé cet épisode, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Abonnez-vous à Muséalia sur votre application de podcast et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur iTunes, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook que ça se passe, sur la page Muséalia Podcast. Vous pourrez y découvrir les coulisses de l'émission. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le compte Bol de Culture où j'écris des critiques d'exposition. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve pour le prochain épisode.